Le soleil n'était même pas encore levé, mais Dakar bourdonnait déjà. Dans les rues de Sandaga, les klaxons se mêlaient aux cris des vendeurs, aux pas pressés des passants, au grésillement du pain chaud sur les plaques de tôle. Mame Diarra fendait la foule. Elle portait sur sa tête 2 bassines remplies de mangues juteuses, d'oranges soigneusement empilées et d'un paquet de feuilles de menthe. Sa démarche était stable, son regard concentré. 26 ans. La peau sombre, les traits tirés, le dos droit malgré les fardeaux. Elle ne se plaignait jamais. « Wakal mangue bubax bi, sœur » cria un client. « 100 francs la mangue, 200 pour les plus sucrés » répondit-elle d'une voix ferme. À midi, elle avait déjà vendu la moitié. Elle s'accorda une pause près du mur de la poste. De son sac, elle sortit un petit sandwich au poisson et une bouteille d'eau tiède. Pas pour elle, pour Issa, son petit frère. Issa, 11 ans, ne parlait presque jamais. Autiste, il vivait dans un monde à lui qu'elle était la seule à comprendre. Quand elle rentrait, le soir, il l'attendait près de la fenêtre, un carnet dans les mains. Il dessinait des visages. Le sien, souvent. « T'as bien mangé ?» lui demandait-elle. Il hochait la tête, timidement, puis lui montrait l'un dessin, une femme avec des gants de boxe. Ce soir-là, le ciel de Dakar était lourd, chargé d'un nuage de chaleur humide qui collait à la peau. Mame Diarra, les bras chargés de fruits invendus, marchait sur l'avenue Blaise Diagne. Elle pressait le pas, impatiente de retrouver Issa. Mais en passant près du virage de face, elle entendit des pleurs. Dans l'ombre, 2 policiers bousculaient un petit garçon crasseux, torse nu, une ardoise brisée à la main. « On t'a déjà dit de dégager d'ici, sale talibé !»« Il n'a rien fait !» s'écria-t-elle. Elle s'interposa, posant les bassines au sol. L'un des agents la bouscula, mais elle tint bon. Elle s'avança, ses yeux noirs brûlant d'une colère froide. « Touche-le encore une fois, et je te jure que je t'ouvre l'arcade ici même. » Un attroupement commença à se former. Un jeune, téléphone en main, filmait discrètement. Les policiers hésitèrent, puis s'en allèrent, lui lançant un regard de défi. Le lendemain, la vidéo était partout. TikTok, WhatsApp, Facebook. La lionne de Koloban avait conquis les cœurs. Certains l'applaudissaient, d'autres l'accusaient de vouloir se faire remarquer. Mais le soir, alors qu'elle lavait les pieds d'Issa, il lui tendit un dessin. Elle, face à 2 policiers, debout comme une héroïne de bande dessinée. Elle sourit, mais son cœur, lui, tremblait déjà. 3 jours plus tard, alors que le tumulte médiatique ne faiblissait pas, un vieil homme s'approcha de son étal. Il avait la barbe blanche, les épaules voûtées et un regard plus clair que la mer de Ngor. Il resta silencieux quelques secondes, observant ses mangues comme s'il scrutait un souvenir. « Ton père !»« C'était Mamadou Fall, n'est-ce pas ?»« Vous l'avez connu ?» demanda-t-elle surprise. « Connu ? C'était mon frère de lutte. Pas au sens du sang, au sens de la sueur. » Il lui tendit une photo froissée. Dessus, 2 hommes plus jeunes, souriants, brandissaient une banderole Union syndicale 1989. Ton père était plus qu'un syndicaliste. Il avait des preuves, des documents, des noms. Il tenait un carnet. Un jour, il a disparu. Et personne n'a jamais posé les bonnes questions. Mame sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait que 6 ans quand son père n'était jamais revenu d'un rassemblement. Sa mère, rongée par le chagrin, n'en avait plus jamais parlé. « Ce carnet », souffla-t-elle. « Il existe encore. Mais tu dois faire attention. Ceux qui l'ont fait disparaître sont toujours là et plus puissants que jamais. » Il s'éloigna, laissant sur le banc une enveloppe vide et un mot griffonné. Rufisque, maison 17, Cheikh Ndiaye. Une semaine passa. Le marché avait repris son rythme, mais Mame Diarra sentait que quelque chose avait changé. Des regards se détournaient. D'autres s'attardaient trop longtemps. Même les vendeuses voisines, d'habitude si solidaires, se faisaient silencieuses. La peur avait planté ses griffes. Un soir, elle retourna voir Cheikh Ndiaye, l'ancien compagnon de lutte de son père. Il l'attendait dans une cour décrépite de Rufisque, dans une maison aux crépis effrités, rongée par l'humidité et l'oubli. « Tu es sûr de vouloir continuer ?» demanda-t-il. Plus que jamais. Il l'emmena dans une pièce aux murs nus. Sous une latte du plancher, il sortit un vieux sac de toile noué. À l'intérieur, un carnet en cuir craquelé, jauni par le temps. Mame le prit comme on touche un vestige sacré. À l'intérieur, une écriture fine, nerveuse. Des dates, des noms, des lieux, des mentions codées, des rendez-vous syndicaux, des pots de vin, des menaces. Et au centre, encore et toujours, Omar Sow. «
Ton père voulait le publier, mais avant qu'il ne le fasse, il a reçu une convocation à un débat télévisé. Ah, il n'est jamais rentré. Le lendemain, ils ont dit qu'il avait été victime d'un accident, une voiture, pas de témoin, pas de dossier, rien. Et vous? Pourquoi ne pas l'avoir publié vous-même? Parce que j'avais un fils et que je voulais qu'il vive. Mam comprit. Ce carnet, c'est une arme, mais une arme qu'on ne pouvait utiliser qu'une fois. Et après, il fallait être prêt à tout perdre. La décision fut prise en silence une nuit d'insomnie, alors qu'Issa dormait, paisible, un dessin serré contre lui. Elle contacta Alioune Khan, un jeune journaliste connu pour son intégrité. Elle le retrouva dans une buvette discrète de la Médina. Il était méfiant au début jusqu'à ce qu'elle pose le carnet sur la table. « Vous savez ce que vous tenez là ? » ?»« Oui, et je veux que le monde le sache. » Ils passèrent plusieurs jours à tout analyser, vérifier, recouper. Le carnet contenait des informations sur des contrats miniers frauduleux, des comptes offshore, des assassinats dissimulés. Un scandale d'État. Mais pendant ce temps, la menace se resserrait. Une nuit, Mam rentra chez elle et Issa n'y était plus. La pièce était en désordre, la fenêtre fracturée. Elle hurla son nom dans la rue. Aucun voisin n'avait rien vu, rien entendu. La panique la saisit. Elle courut jusqu'au poste de police. Aucune trace. Pas de plainte acceptée. Pas de caméra. Rien. Ce fut Suleiman qui la retrouva. Issa était à Sandaga, assis contre un mur, tenant un dessin d'elle, les yeux grands ouverts, mais silencieux. Il n'avait pas pleuré. Il ne pleurait jamais. Il attendait, comme s'il savait qu'elle viendrait. Elle s'effondra dans ses bras. Ils ne t'auront jamais, ni toi, ni moi. Le jour du championnat national amateur arriva. Le gymnase était bondé. Des jeunes, des anciens, des journalistes. Certains venaient pour la boxe, d'autres pour la chute ou la gloire d'une femme devenue symbole. Elle enfila ses gants, le public scandait son nom, mais elle n'entendait que le tambour dans sa poitrine. Son adversaire, Aminata Fall, était double championne, solide, rapide, redoutée. Le combat fut brutal. Premier round, Mam recule. Deuxième, elle encaisse. Troisième, une C, elle reprend le crochet, un uppercut. La salle se lève. Mais au coin du ring, elle aperçoit Alioune, le journaliste, entrer avec un dossier en main. Le carnet. C'est le signal. Il est temps. Mam termine ça. Dernier round, elle frappe. Encore et encore. Et Aminata s'écroule. Victoire. La salle explose. Caméra, micro, applaudissements. Elle lève le poing, pas pour la ceinture, pour la vérité. Ce soir-là, le dossier est publié en ligne dans plusieurs journaux. La bombe éclate. Manifestation, enquête, déclaration officielle. L'État vacille. Omar Sow disparaît des radars. Quelques mois plus tard, Mam Diarra ouvre une petite école communautaire à Koloban, dans une maison retapée avec l'aide de Suleiman et d'anciens camarades d'entraînement. Les enfants talibés y apprennent à lire, écrire, dessiner. Issa y est le premier élève. Il ne parle toujours pas, mais il sourit désormais. Mam continue à boxer. Elle donne des cours gratuits aux filles du quartier. Pas pour les former au combat, mais pour leur apprendre à ne plus jamais baisser les yeux. Parfois, le soir, elle monte sur le toit de la maison. De là, elle voit Dakar étinceler. Les paraboles tournent comme des têtes curieuses, les klaxons s'étouffent dans la nuit, et elle, debout, poing levé, regarde l'horizon, pas pour fuir, mais pour dire au monde « Je suis là, et je ne me tairai plus jamais ». Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans liker pour soutenir, vous abonner pour ne rien rater, commentez pour faire entendre votre voix. Et surtout, partagez pour que cette vérité résonne partout, parce que chaque clic, c'est un pas de plus pour ceux qui refusent de se taire. Continuez le combat, continuez à croire, à rêver.